Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à la table ronde de Vie autonome et inclusion. Avons-nous la bonne approche? Selon l'ONU et nombre d'associations, la réponse est pas tout à fait. Comment mieux faire? Quelles questions faut-il se poser? C'est l'objet de cet échange qui réunit 6 intervenants, dont 3 qui nous rejoignent en visioconférence. Je vais vous présenter les intervenants, puis vous rappeler un peu le cadre de l'échange. Avec nous en visioconférence, Mara Cristina Gabrilli, qui est sénatrice brésilienne, membre élue du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, rapporteuse de la loi brésilienne inclusion de 2015, aussi connue comme statut des personnes handicapées, alignée sur la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées. Avec nous également Gianpaolo Griffo du Forum italien des personnes handicapées, et représentant pour l'Europe au Disabled Peoples International, coordinateur du comité technique scientifique de l'Observatoire national sur la condition des personnes avec disabilité. Nous sommes sur un mot nouveau en français et ce sera justement l'une des thématiques que nous aborderons. Avec nous également par visioconférence, Natacha Été, membre du conseil collégial de l'association Paris, personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante. Et autour de la table, à mes côtés, se trouve François Bernard, membre du collège organisation institutionnelle du CNCPH, directeur général du GAPAS, qui regroupe des associations gérant des établissements médico-sociaux dans le nord de la France. À ses côtés, Danielle Langlois, présidente d'Autisme France. Et sur la gauche, Farbod Kansari, délégué général du Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes et internationales et assesseur de la Commission Europe internationale et application des conventions du CNCPH. Comme nous sommes nombreux et que la thématique est complexe et que nous avons relativement peu de temps, nous procéderons sous la forme de questions-réponses. Il a été demandé à chacun de limiter ses réponses en temps pour que chacun puisse s'exprimer et que tout le monde puisse en profiter. Nous allons commencer par une question qui est posée à la sénatrice Mara Gabrilli. Le rapport de l'ONU sur la France cite un certain nombre de critiques, un certain nombre de pistes, mais commence par une question fondamentale que nous vous posons. Quel est le constat de la situation en France et quelle est la définition de ce qu'est une vie autonome? Mara Gabrilli, si vous nous entendez? Hora de falar, meu Deus. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Maxime Daria et tous les conseils nationaux, consultatifs des personnes handicapées pour l'invitation. D'abord, je suis une femme brésilienne tétraplégique, les cheveux blonds, les yeux verts. Je m'habille avec une robe verte et bleue. Derrière moi, il y a un salon blanc très illuminé avec le soleil, la chaleur de la fin de l'hiver au Brésil. Je voudrais vous remercier d'être invité. C'est un honneur pour moi de parler en tant que membre du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées. À la suite de l'audition par le comité, nous constatons des défis majeurs en ce qui concerne l'article 19. En premier lieu, le comité constate avec préoccupation la persistance de plusieurs réglementations, structures et budgets qui favorisaient le placement des personnes handicapées dans des milieux ségrégés, y compris les institutions médico-sociales et les services spécialisés. En deuxième lieu, le comité constate l'absence de stratégie et de plans d'action pour la désinstitutionnalisation et aussi le manque d'arrangement pour vivre de manière autonome et
au sein de la communauté, y compris les manques de logements indépendants, accessibles et abordables, de soutien individualisé et le manque d'égalité d'accès aux services de la communauté. Voilà les premières impressions. Merci. Merci beaucoup, Madame Gabrielli. Alors justement, vous citiez la question de l'article 19 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Je vais lire le tout petit paragraphe qui a trait à la mention du choix de vie. Les personnes handicapées, il faut que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir sur la base de l'égalité avec les autres leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Farbod Krantzari, justement, cette question du choix de vie, c'est un peu au cœur de la question qui nous occupe aujourd'hui. Absolument, merci, bonjour à toutes et à tous. En effet, comme il vient d'être dit, l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées reconnaît aux personnes handicapées le droit à l'égalité avec les autres, de vivre de manière autonome et de faire partie de la société. Cet article repose sur le principe fondamental du droit de l'homme, selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et toute vie a la même valeur. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qui constitue le soubassement même de l'article 19 de la Convention. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur les observations générales de 2017 du Comité des droits, qui portait sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société. Le Comité des droits des personnes handicapées affirme dans ses recommandations de 2017 que les expressions autonomie de vie ou vivre de manière autonome signifient que les personnes handicapées disposent de tous les moyens nécessaires pour pouvoir choisir et contrôler leur vie et prendre toutes les décisions qui concernent leur existence. Donc le choix et le contrôle, c'est vraiment des choses qui nous semblent fondamentales autour de cet article 19. Comme vous le rappelez, la possibilité de choisir, de décider où vivre, comment, avec qui, est vraiment au cœur du droit à l'autonomie de la vie et l'inclusion dans la société. Ainsi, l'individu ne doit pas pouvoir choisir seulement ce lieu de résidence. Ça, c'est important de dire qu'il ne faut pas réduire la question de l'autonomie de vie au lieu de l'habitat, mais également sa capacité de choix qui doit concerner tous les aspects de la vie, à savoir l'emploi du temps, les occupations de tous les jours, le mode et le style de vie dans le domaine privé comme dans la vie publique, au quotidien comme à long terme. Ce qui paraît donc primordial pour arriver à cette autonomie de vie qui nous est chère et qui tient les débats autour de cette table ronde, c'est le choix de la personne qui doit être au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, mais aussi des organismes gestionnaires et de la société tout entière. Or, aujourd'hui, comme l'a relevé le Comité des droits des Nations Unies à l'occasion de l'examen de la France, il existe encore des barrières dans notre pays qui entravent l'accès à cette pleine autonomie des personnes. Mais on reviendra peut-être plus tard sur comment dépasser ces barrières. Oui, mais justement, j'ai envie quand même de m'attarder un moment sur le mot autonomie, parce que ça recoupe en tout cas plusieurs concepts différents. Et Daniel Langlois, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est peut-être une définition française de ce qu'est l'autonomie. La France ne s'est pas dotée d'une définition de l'autonomie, alors qu'il y a une 5e branche de la sécurité sociale qui porte ce nom, branche autonomie. Et à titre personnel, je regrette beaucoup que ce travail n'ait pas été fait de manière suffisamment forte. En France, malheureusement, l'autonomie a été couplée avec le terme dépendance et donc beaucoup associée aux personnes âgées. Et c'est très compliqué de faire admettre que l'autonomie, ça ne concerne pas que la dépendance ou la prévention de la dépendance des personnes âgées, et que c'est un concept qui doit être développé pour les personnes en situation de handicap de manière propre, ce qui n'a pas été fait. Donc le débat est biaisé en France et jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque la ministre déléguée à l'autonomie ne s'occupe que des personnes âgées et pas du tout des personnes en situation de handicap. L'autonomie, c'est une construction tout au long de la vie, et ce n'est pas la prévention de la dépendance qui doit lui donner un sens, comme on l'entend trop souvent. Donc il faudrait pour cela une réflexion de fond qui a été très peu entamée, des constats et puis un plan d'action un peu volontariste
pour essayer de définir ce qu'on peut entendre par autonomie et surtout les conditions qui permettraient de la faire exister. Et bien déjà redéfinir le concept de handicap, puisque la France a une définition du handicap qui n'est pas aux normes et qui ne s'articule pas aux conditions environnementales, et en le sortant de sa vision exclusivement sanitaire, qui est encore une caractéristique très française, qui a aussi été dénoncée par le comité ONU. Le poids du médecin dans les maisons départementales des personnes handicapées, par exemple, est particulièrement significatif. Il faudrait aussi définir les conditions d'accès à l'autonomie. Bon, pour les handicaps les plus sévères, ça commence par le diagnostic et l'intervention précoce, parce qu'il faut commencer tôt pour ne pas engendrer des surhandicaps qui après menacent à long terme, bien sûr, l'autonomie et font arriver à l'âge adulte des dizaines de milliers de personnes dont on aurait pu éviter la gravité de leur situation. Conformément aux recommandations de bonne pratique, est-ce la peine de le dire? Il faudrait aussi contrôler la qualité des services qui soutiennent cette autonomie, parce qu'en France, on ne le fait pas, ou très peu, et que ces qualités ne sont pas toujours, la qualité n'est pas toujours respectueuse des recommandations de bonne pratique quand il en existe, et il en existe de plus en plus. Il faut aussi former, bien sûr, les professionnels à l'autonomie, ce qui n'est pas fait non plus, parce que malgré des demandes incessantes, les formations initiales de tous les professionnels qui pourraient contribuer au développement de l'autonomie n'ont jamais été refondues. Donc, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour faire leur travail. Alors, pour revenir au début de la question de la définition, si l'on doit réfléchir sur les axes sur lesquels il nous faut avancer, il y a d'abord une question de vocabulaire, et c'était frappant. Je l'avais cité en introduction de la présentation de Gianpaolo Grifo, qui est coordinateur du comité et de l'Observatoire national sur la condition des personnes avec disabilité, ce qui est en français un anglicisme, disability, et qui pour le coup ne répond pas à la définition que l'on a de façon classique du handicap en France. Si on doit commencer par cette question du vocabulaire, pourquoi cette différenciation, Gianpaolo Grifo, entre handicap et disabilité? Comment est-ce que la réflexion qui est menée en Italie sur ce thème peut nous permettre d'avancer? Alors, bonjour et merci pour l'invitation. Et le thème est que la Convention introduit un paradigme différent. Cela veut dire que les personnes ne sont pas, qui ont une limitation fonctionnelle, ne sont pas désavantagées. Ils sont discriminés et n'ont pas la égalité des chances des autres personnes. Cela veut dire qu'ils sont violés les droits de l'homme de cette personne. Et la Convention souligne que la condition de cette personne est produite par une déshabilitation qui vient de l'interaction entre les caractéristiques des personnes et l'environnement et les attitudes culturelles, sociales. Cela veut dire la première chose que nous essayons de faire maintenant en Italie avec une loi est de reconnaître non la condition d'invalidité ou la condition d'handicap. Parce que le modèle handicap est un modèle de l'Organisation mondiale de la santé qui est né dans la 1980. Et nous avons une loi qui est basée sur cette idée, mais d'introduire la définition de la Convention et de faire la reconnaissance de la condition de disabilité comme base de la projection pour soutenir le droit et l'accès aux droits aux personnes qui ont cette condition. Cela veut dire que disabilité produit une responsabilité de l'état bien-être et de la société. L'état bien-être, la pandémie l'a fait voir, est basé sur un principe de protection, un principe généralement de type prévalemment médical. La pandémie a montré que ce modèle d'état bien-être n'a pas protégé les personnes avec cette condition. Alors, on doit changer, arriver par un changement qui, de part de l'état bien-être de protection, pour arriver à un état bien-être d'inclusion. Parce que la Convention dit que nous sommes citoyens, que nous devons recevoir les mêmes opportunités et accès aux mêmes droits des autres personnes. Et ça, c'est exactement un des problèmes que pendant l'évaluation de 10 ans de l'application de la Convention à Genève,
a fait émerger qu'un des problèmes est exactement le système d'état bien-être. On doit changer l'état bien-être et le baser sur le modèle social de protection des droits de l'homme. Merci beaucoup. Nous avons entendu les mots discrimination, mais aussi mention de ségrégation. Ce sont des mots qui sont extrêmement forts. Natacha Ete, vous faites partie de l'association Personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante. En quoi est-ce que, aujourd'hui, ce qui est absolument nécessaire est peut-être un changement de paradigme pour sortir d'une logique d'exclusion? Aujourd'hui, pour sortir d'une logique d'exclusion, il faut activer des leviers, puisqu'aujourd'hui, effectivement, comme le rappelait précédemment un intervenant, la question du choix est primordiale et elle est au centre des limitations que peuvent connaître les personnes, à la fois les personnes institutionnalisées parce qu'elles ont peu de choix au sein même de l'institution, mais elles ont également peu de choix. Il existe aujourd'hui le modèle institutionnel et peu de modèles alternatifs à l'institution. On voit qu'il y a eu quand même des progrès puisqu'il y a des solutions qui se développent dans certains domaines, notamment au niveau des solutions d'habitat alternatif. Le rapport qui est paru l'année dernière de Pifto et Wolfram, « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous », peut proposer de nouvelles solutions avec les nouveaux habitats accompagnés, partagés et insérés. On voit que ce mode d'habiter s'accompagne aussi d'aides qui permettent justement de pourvoir au côté plus social de l'habitat. Il y a l'aide à la vie partagée, par exemple, qui va permettre de prendre en compte les temps d'animation de la vie collective, ou également la création d'un forfait de services mutualisé pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas bénéficier de la PCH. Après, les limites de ce modèle-là également, c'est que ça ne sert à rien d'empiler aujourd'hui d'autres aides tant qu'il n'y a pas eu une révision, mais ça je reviendrai dessus, du guide barème au niveau des MDPH, puisqu'aujourd'hui, certains types de handicap, les besoins de certains types de handicap sont mal reconnus et donc permettent difficilement un accès à d'autres modes d'habitat plus autonomes. Et puis également, une solution que permet ce nouveau rapport, c'est de développer des solutions d'habitat, y compris en dehors du secteur médico-social, en faisant entrer de nouveaux acteurs comme les bailleurs sociaux ou les collectivités. Si on veut également sortir d'une logique d'exclusion, il faut que les personnes qui hier étaient dans les institutions, quand elles en sortiront demain, il faut qu'elles puissent avoir accès aussi à des services. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de services qui ne sont encore pas assez développés pour permettre cela. Et en plus de l'accès aux services, c'est-à-dire en plus du manque d'accès aux services qui peut être lié à des disparités géographiques, au fait qu'il n'y ait pas assez de services en nombre ou qu'ils soient concentrés sur certains territoires, il y a aussi une difficulté d'accès par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, aux aides financières dont bénéficient les personnes en situation de handicap et qui sont souvent sous-évalués puisque certains besoins ne sont aujourd'hui pas assez reconnus. Et puis également, pour sortir de cette logique d'exclusion, il faudrait également un changement de modèle profond au sein des associations gestionnaires, c'est-à-dire vraiment engager et accompagner le changement auprès des équipes de terrain et auprès des familles, sortir d'un modèle économique de gestion pour lequel les institutions peuvent être aussi un gain financier, et puis permettre aux institutions actuelles, parce que la désinstitutionnalisation, ça ne va pas être juste de fermer demain toutes les institutions, ça va être aussi pour les personnes qui ne pourront pas en sortir, de leur permettre d'y vivre mieux, et donc que les institutions aient un fonctionnement moins rigide, puisqu'aujourd'hui, le fonctionnement des institutions ne permet pas de s'ajuster ni aux besoins des personnes, ni aux demandes des familles, qui auraient besoin, par exemple, d'un accueil à la demi-journée ou d'accueil ponctuel, dans le cadre notamment de répit. Merci beaucoup. Mara Gabrieli, vous avez justement participé à cette audition de la France et vous avez eu l'occasion d'écouter des acteurs de tous bords et à construire ce qui est au final un rapport assez dur dans son jugement de la France concernant justement cette politique d'institutionnalisation. Pourquoi est-ce qu'à votre sens et au sens du comité auquel vous avez participé, il faut faire évoluer ce modèle français ? Merci, Monsieur Darian.
D'abord, je voudrais souligner que le modèle de l'institutionnalisation n'est pas un modèle forcément français, mais mondial. Les défis dont la France confronte sont les défis de la majorité des pays. Je vous assure que développer un modèle de vie autonome selon les prévisions de l'article 19 n'est pas une tâche facile à aucun pays. En revanche, le manque de réponses locales adaptées en France est encore inquiétant. Et pourquoi c'est un problème? Et pourquoi il faut évoluer? Alors, bon, la persistance de l'institutionnalisation en France montre que la vision médicale prime sur l'organisation des politiques publiques en France. En 2006, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a instauré un changement de paradigme dans le concept de handicap. Ces changements résultent de la maturation de la société et surtout de la reconnaissance sociale, politique et scientifique du handicap comme attribut de la société et non de l'individu. C'est comme a dit M. Jean-Pierre Griffo. Cela veut dire que le handicap est un fait dans les villes et pas dans les personnes. Vu que ce sont les villes qui n'offrent pas le soutien de les ressources nécessaires pour la citoyenneté, pour toute la diversité des personnes. Nous sommes donc face à une nouvelle conception du handicap, dite fondée sur les droits de l'homme. Remplacer le modèle médical passé, l'impact de cette transformation ne pourrait être autre qu'un changement de paradigme dans les résolutions des problèmes et des solutions liées au handicap, ainsi que dans la mise en œuvre d'actions et de politiques publiques visant à assurer la pleine inclusion des personnes dans la société sans discrimination en raison de leurs différentes façons de se déplacer, d'écouter, de voir, de penser, d'apprendre et d'exister. Voilà pourquoi il faut évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors justement, Daniel Langlois parlait de la question des formations. Comment est-ce que l'on réussit à accompagner cette notion de choix? C'était une question qui a aussi été posée par Natacha Aité. Les institutions ont pris quelques coups, là, mais en fait, des expérimentations ont été menées. Cette question de la formation, c'est quelque chose que vous avez anticipé, ou en tout cas sur lequel vous travaillez aujourd'hui, que ce soit sur des questions de cogestion, dans la façon dont vous recrutez, et la formation des accompagnants, justement, à l'autodétermination. Comment est-ce que ça marche et quels en sont les résultats aujourd'hui? Alors effectivement, au GAPAS, on partage un certain nombre de constats qui ont été posés par les différents intervenants et également par l'ONU, notamment sur la question des formations initiales. On estime que nous, les travailleurs sociaux aujourd'hui, ne sont pas suffisamment formés, voire pas du tout, à l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur l'autonomie. Et un des principes d'action pour nous de l'autonomie, c'est la question de l'autodétermination. Donc avec une chaire de recherche au Québec qui s'appelle Autodétermination et handicap, on a travaillé dans le cadre de notre centre de formation sur des programmes
à l'autodétermination pour les professionnels, pour les familles et pour les personnes accueillies. Et c'est vraiment important de penser sur ce triptyque-là, puisque évidemment, des personnes qui ont connu que des services institutionnels, demain, de pouvoir réfléchir autrement, il faut pouvoir les former. Des professionnels également, dans leur formation initiale, il n'est pas prévu de temps de formation autour de l'autodétermination, ou en tout cas avec un niveau important qui leur permette derrière de mettre ça en place concrètement sur le terrain. Et donc nous, on a décidé de reformer tout le monde. C'est un travail colossal, très long, mais qui nous semble déterminant si on veut que les personnes puissent vraiment avoir du pouvoir d'agir. Et concrètement, ce qu'on a également mis en place sur le terrain, c'est que dans une de nos maisons d'accueil spécialisées, on a expérimenté depuis plusieurs années maintenant le recrutement des professionnels par les personnes elles-mêmes. Et donc, on a formé des personnes en situation de handicap, qui sont plurihandicapées, polyhandicapées, à recruter leurs propres salariés. Donc, elles recrutent leur AMP, leur aide-soignant, mais également leur éducateur. Et on est allé même jusqu'au recrutement des cadres de direction, jusqu'à la dernière, qui était la directrice régionale des Hauts-de-France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les personnes, quand on les forme, et quand on leur donne ce pouvoir-là de choisir qui va les accompagner, elles ont des critères de recrutement qui sont complémentaires et quelquefois même différents de nos propres critères de recrutement au niveau de l'encadrement. Un exemple, nous, les personnes dans les masses, nous disaient, nous, on veut des personnes douces et qui nous écoutent. Et donc, quand elles interrogent les professionnels de terrain qui candidatent, eh bien, elles vont les chercher là-dessus. Et elles vont aller voir, à chaque fois, elles vont aller vérifier si les professionnels sont bien dans ces dispositions-là. Et souvent, les candidats et les candidates, quand elles sont face à des personnes en situation de handicap, eh bien, elles ont un discours de vérité. Et souvent, ça matche plutôt bien. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment très important que les personnes recrutent leurs propres salariés. Et on va maintenant un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on réfléchit même que dans le cas de la période d'essai, que les personnes en situation de handicap puissent donner leur avis. Peut-être demain dans les entretiens professionnels annuels. Et on va maintenant à revoir nos statuts associatifs, puisqu'on va créer un collège des personnes accueillies au sein du GAPAS. Et les personnes auront également une voix délibérative, comme les autres administrateurs de l'association. Très rapide question. Quand le projet a été proposé, tout le monde s'est mis à hurler dans les cadres du GAPAS, ou ça a été plutôt bien accueilli comme étant justement quelque chose qui lui permettait d'aller en avant? Non, ça a été vraiment plutôt bien accueilli, alors avec quelques questions, mais j'ai envie de dire ça c'est normal et peut-être français. Mais ce qu'on a voulu, c'est le tester, l'évaluer, pour ensuite le diffuser et l'essaimer. Donc c'est ce qu'on fait maintenant dans l'ensemble de nos 32 établissements et services. Les personnes participent au recrutement de leurs accompagnants. D'accord, merci beaucoup. Alors, justement, en réponse au rapport qui a été publié sur la situation de la France par l'ONU, il y a eu beaucoup de réactions. Il y en a une en particulier du groupe Polyhandicap France qui accuse l'ONU, à rebours de sa position, de bafouer les droits des personnes polyhandicapées, puisque l'ONU appelle à fermer toutes les institutions. Évidemment, ça ne se prête pas à tous les cas. Ça avait été noté d'ailleurs par Natacha Ete qui disait, du coup, si les institutions se vident, ça donnera plus de confort aux personnes qui restent, parce qu'il devra en rester, avec un accompagnement spécialisé. Farbod Kansari, justement, sur le choix, pour avoir une réponse adaptée, il faut tenir compte de ces degrés d'autonomie et trouver le bon gradient. Bien entendu. Et peut-être pour revenir à ce choix, je pense que, comme il a été rappelé par la Défenseure des droits, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme à l'occasion des auditions de la France et l'examen de la France par l'ONU, nous pensons également que 3 conditions doivent être réunies pour permettre vraiment cette autonomie et tendre vers le respect plein et entier des choix de la personne. Il y a tout d'abord la question de l'accessibilité des services, y compris numériques, des équipements, de l'information, du bâti, des logements, et qui prend en compte tout type de handicap selon le principe de la conception universelle. C'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte dans notre pays et qui permettrait de tendre vers cette accessibilité qui concernait tous les citoyens de notre pays. Deuxième condition indispensable pour pouvoir permettre cette autonomie, c'est des ressources et des moyens de compensation suffisants pour permettre
permettre de vivre en indépendance et au-dessus du seuil de la pauvreté, notamment les questions de la compensation, les aides humaines, les aides techniques et des ressources dignes pour les personnes. Et enfin, troisième, c'est pas dans l'ordre, c'est vraiment les trois sont complémentaires, une gamme de services d'accompagnement et d'appui de qualité. On parlait des questions de formation, de niveau de qualité de l'offre de services pour les personnes en situation de handicap, pour leurs familles, pour leurs proches aidants, et permettre ainsi une réponse individualisée du coup aux personnes et adaptée à ses besoins et qui tient compte forcément du degré de l'autonomie de la personne. On ne peut pas avoir la même réponse pour tout le monde et du coup la réunion de ces trois éléments, on pense que permettrait de tendre vers l'autonomie. D'ailleurs, ces éléments-là sont repris dans les recommandations de l'ONU qui les mentionnent, en disant que l'ensemble de ces facteurs doivent être pris en compte dans les politiques publiques en France. Au-delà de ça, on est aussi dans un contexte plutôt favorable. J'aurais tendance à dire qu'au niveau européen, il y a une dynamique qui nous est favorable pour tendre justement vers cette transition en faveur de l'autonomie des personnes handicapées qui sont engagées notamment par les associations depuis quelques années, c'est pas une nouveauté. À signaler notamment dès le mars 2021 de cette année, l'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle stratégie en faveur des droits des personnes handicapées sur la période 2021-2030. Et cette stratégie est basée sur l'application directe de la Convention, puisque l'Union européenne est signataire de cette Convention et donc doit respecter les engagements de la Convention, et en l'occurrence, l'article 19 est l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société. Accessibilité, accès à l'emploi, des revenus décents, éducation inclusive, accès à la santé, tous les thèmes de la Convention sont repris dans cette nouvelle stratégie qui vise à rendre effectifs les droits des personnes handicapées. Résolument tournée vers une reconnaissance des droits, cette nouvelle stratégie pour les 10 années à venir repose sur 3 piliers, à savoir la reconnaissance des droits dans l'Union européenne, la question de la non-discrimination et l'égalité des chances, et surtout, troisième point qui nous intéresse aujourd'hui, l'autonomie des personnes. Ça fait partie vraiment des 3 piliers de cette stratégie communautaire. Et pour rendre cette stratégie opérationnelle et effective, c'est accompagné par la mise à disposition des financements européens sur une période de 7 ans à venir, dès la fin de cette année, via notamment ce qu'on appelle les fonds structurels européens et d'investissement qui vont permettre aussi sur les territoires, au niveau des régions, de permettre d'aller encore plus loin vers cette démarche d'autonomie des personnes. Donc, à nous de nous en saisir collectivement de ces opportunités, des financements qui peuvent être des leviers pour tendre vers l'autonomie des personnes. Enfin, pour conclure, je dirais que dans la perspective de la prochaine présidence française de l'Union européenne, à compter du 1er janvier 2022, la France donc, aura pour une durée de 6 mois une belle opportunité pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap en Europe. Donc on pourra être moteur et espérons que la France sera au rendez-vous à l'occasion de cette présidence pour tendre encore plus vers l'autonomie des personnes. Pour le coup, ce serait un calendrier plutôt favorable. Mais alors, comment est-ce que l'on effectue cette transition ? Comment est-ce que l'on réussit à franchir ce cap ? Mara Gabrieli, il y a des pistes qui ont été évoquées dans le rapport de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Mara Gabrieli, est-ce que vous nous entendez ? C'est moi. Ah. Oui. Alors, merci, Monsieur Darion. Dans l'essai français, particulièrement à la suite de l'audition de le comité, nous avons diffusé nos observations finales sur le rapport initial de la France avec quelques recommandations spécifiques aux autorités françaises en ce qui concerne l'article 19. En premier lieu, on recommande que la France adopte des campagnes de sensibilisation sur les droits de vivre de manière indépendante, d'être inclus dans la communauté et sur les effets néfastes du placement en institution sur les personnes handicapées. Dans ce sens, il faut lancer une politique nationale et des plans d'action pour mettre fin à l'institutionnalisation. En deuxième lieu, il faut mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour permettre les personnes en situation de handicap en France d'exercer des choix et les contrôles sur leur vie et de prendre des décisions concernant où avec qui vivre, y compris un logement accessible et un accompagnement personnalisé, par exemple. Et en troisième lieu, on recommande l'établissement d'un calendrier pour assurer l'accessibilité des services ordinaires à la population en général par les personnes handicapées sur un pied d'égalité avec les autres, y compris l'éducation, la santé, le travail, l'emploi, sur la base d'une évaluation des besoins individuels. Il aussi faut cesser les transferts des personnes handicapées pour leur placement en institution vers la Belgique et leur garantir le droit de vivre de manière indépendante dans les lieux de leur vie d'origine ou de leur choix. Finalement, pour la transition des modèles, je vous rappelle l'observation générale numéro 5 qui a été diffusée en 2017 sur l'autonomie et l'intégration de la société. Je souligne également que notre comité travaille en ce moment pour développer un guide qui aidera les États vers les processus de désinstitutionnalisation. La construction de ces documents est faite de manière démocratique et par plusieurs mains, après un processus de moins 7 consultes régionales, une étroite coopération avec l'organisation des personnes handicapées. Ces documents vont exprimer de manière claire comment opérer la transition et quelles étapes sont nécessaires pour la désinstitutionnalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria Gabrielli. Je suis en train de me faire gronder parce que nous sommes en train de dépasser le temps qui nous est imparti. Et malheureusement, une part des interventions qui étaient prévues encore ne va pas pouvoir avoir lieu. Je voulais juste d'un mot, François Bernard. Changer de politique nationale, c'est ce que dit le rapport de l'ONU, et lancer des plans d'action. Le problème, c'est qu'en France, on a encore une façon de procéder très centralisée. Vous avez, en 2 mots, eu une expérience différente qui permet aujourd'hui d'avoir un modèle de développement un peu différent. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut un pilotage national sur la question de la transformation de l'offre, mais il ne faut pas tout attendre de l'État. Je pense que c'est aux organismes gestionnaires également de se prendre en main et à un moment donné de travailler également à la transformation de l'offre et à la désinstitutionnalisation. Aujourd'hui, on sait qu'on a un certain nombre de services, d'établissements qui doivent évoluer. Il y a un certain nombre de personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément besoin de toutes les prestations qui existent dans l'établissement où elles vivent. Et donc, il faut faire ce travail-là. Donc pour moi, oui, il faut que chaque organisme gestionnaire pilote aussi, qu'on soit en confiance avec nos organismes de tutelle, que les ARS ou les départements nous permettent d'expérimenter, qu'on désadministre également un petit peu quelquefois l'accompagnement des enfants et des adultes pour aller vers plus d'autonomie. D'accord, mais ça va aussi passer, Daniel Langlois, nous en parlions justement hier, vous dénonciez un traitement différencié aujourd'hui en France entre familles du handicap. Oui, si la discrimination elle est globale à l'égard des personnes en situation de handicap, il y a des discriminations à l'intérieur du handicap. Quand on a des handicaps qui viennent de troubles cognitifs, neurodéveloppementaux ou psychiatriques, on n'est pas éligible aux mêmes prestations que les personnes qui ont des handicaps moteurs ou des handicaps sensoriels.
La preuve en est de nos efforts collectifs à plusieurs associations pour obtenir que les critères d'éligibilité et la prestation de compensation du handicap soient élargis, pour que ces publics qui ne sont pas éligibles le deviennent. Et nous avons pour le moment reçu une fin de non-recevoir, au motif que potentiellement ça pourrait coûter cher, alors qu'on ne se pose pas la question pour les autres types de handicap. Donc ce genre de discrimination est particulièrement insupportable et met directement en cause l'autonomie. Je veux dire, si on ne peut pas accéder à l'aide humaine nécessaire, aux services nécessaires, parce qu'on n'est pas éligible ni à ces services ni à cette aide humaine, c'est discriminatoire et cynique à l'égard d'un très très grand nombre, parce que c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernées, à l'égard de publics qui ne sont pas traités de manière équitable sur le territoire. Merci beaucoup, Daniel. Et les deux points que nous ne pourrons pas aborder, faute de temps, mais il était quand même important de pouvoir les citer pour que le débat puisse continuer au-delà de cette table ronde. Il y avait une question qui était dévolue à Natacha Été sur l'inclusion dès le plus jeune âge comme un facteur de vivre ensemble, parce que l'autonomie va aussi passer par un changement de conscience et un changement de mentalité, et ça passe par une plus grande proximité et mettre fin à la mise à l'écart. Et l'autre question que nous ne pourrons pas aborder aussi, faute de temps, était posée à Gianpaolo Griffo, qui fait un gros travail sur la question de l'inclusion et de l'autonomie comme facteur de citoyenneté. Il l'avait déjà cité dans son intervention du début de table ronde. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'y revenir. Notre temps est complètement écoulé. Nous avons même un peu dépassé. Je tiens à remercier tous nos participants, Mara Gabrilli, Gianpaolo Griffo et Natacha Été qui sont à distance, Daniel Langlois, François Bernard et Farbat Kansari qui sont ici avec moi. Je remercie également le CNCPH et le CIH pour l'organisation du débat, plus spécifiquement Jérémy Bourrois et Céline Poulet. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Continuez de suivre les échanges de ces universités d'été avec tout de suite un flash d'innovation avec la présentation d'Omni.